procès-là. Alors, l'affaire des faux souvenirs, faudrait y revenir si on a le temps un jour, mais c'est quand même... On peut en parler, on a du temps. C'est un concept qui a été inventé par Richard Lindenwager, qui est un pédophile américain, qui était à la fondation des faux souvenirs, qui était complètement lié à la CIA. D'ailleurs, c'est pas étonnant vu que ça a permis d'étouffer toutes les affaires de réseaux pédocriminels et satanistes, puisqu'en fait, on disait que les enfants, bon, eux, ils étaient sûrs de dire la vérité, etc. Ils mentent pas, mais ils ont des faux souvenirs. Et comment mettre des faux souvenirs? Par exemple, ils ont regardé un film porno, donc en fait, ce qu'ils racontent, ça vient du film porno. Puis comme ils ont vu Alice au pays des merveilles, voilà, ils confondent, machin, c'est tout. Donc, et en fait, si on les écoute bien, ces gens-là, il faut d'abord éliminer toutes les potentialités de mensonges ou d'erreurs ou de faux souvenirs, etc. Et si on a tout éliminé, alors peut-être que l'enfant dit la vérité. Or, on sait par des études, notamment canadiennes, que sur déjà les moins de 4 ans, le taux de mensonge, il est de même pas 2%. Et c'est vraiment... ouais, mais c'est même pas qu'ils mentent, c'est que c'est mal interprété. Enfin bon, voilà. Et que de toute façon... Après même, allez, on va dire un menteur, ça peut arriver, tu sais, une personne folle qui va... est mal intentionnée, qui va... en bourrant le crâne à son gosse, lui dire tu vas aller dire ci ou tu vas aller dire ça. Néanmoins, tu as beau dire à un enfant tu vas aller dire ci, tu vas aller dire ça. Mais il tient pas le mensonge, le petit. S'il tombe sur un professionnel formé à reconnaître les réminiscences, d'accord? Parce qu'un enfant, quand il parle de ça, il va avoir des réminiscences, il va devenir rouge, il va se dandiner, il va se recroqueviller, il va avoir des sueurs, il va devenir blanc, il va devenir rouge, il va suer. Tu vois, il y a des choses qui ne trompent pas qu'un enfant non violé ne peut pas inventer. Voilà. Et ça, ça fait partie des choses qu'un professionnel formé arrive à reconnaître aussi. Bon, en définitive, c'est très facile de le détecter, ce cas-là. Mais comme tu dis, c'est 1 à 2 sur 100. Donc ça veut dire c'est une infime minorité des cas. Et d'ailleurs, j'ai déjà dit, connais-tu toi ou même Pierrot, ou même les gens qui nous regardent, connaissez-vous, vous, quand vous avez été minot, un enfant qui a accusé à tort pour se foutre de la gueule de quelqu'un ou pour lui faire du mal, une personne de l'avoir violé? Moi, j'en connais pas, hein, personnellement. Ils ont complètement inversé le truc, c'est-à-dire qu'on parle que les enfants mentent. Lui, quand on écoutait Van Giesegeem, c'était ça. Il part du principe que l'enfant ment. Tous les enfants, ils mitonnent, c'est ça. Tous. Et quand on entend Paul Bensoussan, qui est venu témoigner au procès d'Outreau, mais le deuxième, je crois, en 2006, pour dire que les enfants mentaient. Je crois même c'est à ce procès qu'il a dit et la majorité de ces enfants qui mentent, c'est pour attirer l'attention vers eux. Oui, parce qu'ils sont traumatisés, etc. Attirer de l'attention d'un des deux parents, donc ils inventent. Non mais alors je vais juste ajouter 2 petits trucs. Il me semble que dans cette étude, dites-moi si je me trompe, mais en plus dans les 1 ou 2%, l'étude de cas montre qu'en fait c'est des pères manipulateurs qui essayent de faire mentir leurs gamins. Alors que la plupart du temps, c'est les mamans qui essayent de protéger leurs gamins, tu vois. Ils ont montré ça dans les 1 ou 2%, en plus c'est le peu de dossiers où c'est le père. C'est vrai. C'est quand même magnifique. Et après aussi, c'est là où tu recolles, tu vois, ce truc du faux souvenir où il dit mais il a vu un film porno, donc il a pu machin. Donc tu vois l'intérêt de donner des smartphones aux enfants. Il a vu un film porno. Oui, mais... Après, il a rêvé. Et après, en se réveillant, il mélange tout ça et il croit que ça lui est arrivé. C'est ça la théorie du faux souvenir. Mais sauf que du coup, la question du président, ça peut être derrière, moi de bonne foi, de dire monsieur machin, vous avez 11 ans, madame machine, est-ce que vous avez déjà vu un film pornographique où des adultes font des trucs machin? D'où l'intérêt de mettre des smartphones dans les collèges. Tu vois, et d'où l'intérêt qu'aujourd'hui, moi je suis désolé, moi à mon époque, j'avais jamais vu ça avant le lycée, tu vois, il y a la coupure collège-lycée, et c'était au lycée où on rentrait vraiment, il y avait quelques personnes qui avaient eu vent, tu vois, ou qui avaient fait des choses, on va dire en 4e, 3e, enfin c'était extrêmement rare, tu vois, les cours d'éducation sexuelle en 5e, personne comprenait ce qui se passait. Tu vois, il y avait une fille de la classe éventuellement qui avait des problèmes dans sa vie, tu vois, qui captait le truc. Tous les autres, tu disais mais c'était quoi ce truc? Aujourd'hui, non, ils ont descendu d'un cran. Aujourd'hui,
Je pense qu'en fin de 6e, quasiment tous les collégiens ont été exposés à ça par le bien d'un autre élève qui leur fout dans la gueule pour se foutre de sa gueule. Et donc, ah oui, avec les smartphones, c'est très facile. Parce qu'après, ça veut dire qu'à partir de la 6e, on peut dire ah ouais, mais non, mais elle sait ce que c'est, tu vois. Par exemple, on revient sur le truc du consentement. Tu disais Don't They, oui, mais ils inversent le truc. Ben c'est ça. C'est-à-dire que on part du principe que l'enfant, il sait ce que c'est et que il déclare qu'il s'est fait violer, mais en fait, il ment. Parce qu'en fait, il était consentant, tu vois. Il ment, mais d'une autre manière. Ah oui, non, mais il dit ça, mais en fait, c'est pas vrai. Il sait très bien ce que c'est, il était consentant. Tu vois, c'est juste des variantes. Mais tu vois comment l'hypersexualisation, là, ça sert, en fait. Ça sert dans un tribunal. On a dénoncé l'éducation sexuelle depuis le début en France, parce qu'en fait, on sent bien que le but du jeu, ça va être de rendre les enfants consentants, effectivement. J'ai mis une petite... oui, effectivement. Sur le consentement aussi, j'ai expliqué un truc, Dondé, et tu me diras si tu trouves que c'est pertinent, mais tu vois, pour montrer c'est mon point de vue et mon analyse, en tout cas, c'est que pour montrer le côté pervers de nos sociétés, de nos hommes politiques et puis de la justice actuellement, ils sont en train de nous parler du consentement des enfants. C'est-à-dire maintenant, c'est à l'enfant d'expliquer pourquoi il n'a pas réagi, pourquoi il n'a pas dit non, pourquoi il s'est pas débattu, pourquoi il n'a pas crié, pourquoi il n'a pas, je fait une prise de karaté, même au mec de 40 ans, pour se débattre de ce qui était en train d'arriver. Au lieu, aujourd'hui, avec tout, et je l'ai déjà expliqué, tous les psychopathes, les prédateurs, il y a encore les Nordal Lelandais il y a pas longtemps, il y a encore eu les Roman Farina il y a pas longtemps, etc. Et expliquer aux citoyens, on va dire, au lieu de mettre le projecteur sur la psychologie et le consentement de l'enfant, ils devraient mettre le projecteur sur la psychologie des prédateurs pour informer la population de leur mode opératoire, comment ils approchent les enfants, comment ils pour l'éducation sexuelle, au début, sur les toutes premières années, donc il y a 3-4 ans, il n'était pas du tout question de prévention. On montrait aux enfants à quoi ça ressemblait, tout le délire. On leur montrait les rapports sexuels, on leur montrait le genre, le sexe, le machin, mais on leur montrait pas que leur corps il était à eux et qu'ils n'avaient pas le droit d'y toucher. Et que si jamais quelqu'un essayait, c'était pas normal. Et ça, il fallait le dire et ça, il a fallu. Et encore, ça a été introduit au bout de 2 ans suite au lobbying de plein d'assauts qu'on dit non, mais l'éducation sexuelle comme ça, c'est juste n'importe quoi. Parce qu'effectivement, on était en plein dans l'époque où on demandait à un gamin de 8-10 ans d'expliquer pourquoi il avait pas voulu se taper un inconnu dans un parc qui avait 3 fois son âge, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, l'éducation sexuelle, ce qui est intéressant, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de voir d'où ça vient aussi. Et là, c'est pareil, on se retrouve avec un gros lobbying du planning familial qui se base sur les délires d'Alfred Kinsey. Alfred Kinsey qui était un grand, entre guillemets, sexologue, mais en fait, c'était un spécialiste des insectes, qui a écrit des bouquins sur la sexualité dans les années 50 aux États-Unis, donc Amérique puritaine, donc ça a fait en gros, on l'appelle le père de la libération sexuelle. Mais en gros, de quoi il parlait? Il explorait un petit peu tous les délires sexuels des humains, mais il allait jusqu'à faire des expériences, notamment sur la pédophilie qu'il trouvait complètement normale. Il faisait des expériences avec des repris de justice en général, ou carrément des pédos déjà qui voulaient participer à l'expérience. Il violait les gamins pour savoir à partir de quand ils avaient un orgasme, etc. Et il considérait Kinsey que ils avaient un orgasme quand ils criaient. Et donc il chronométrait... Quand ils pleuraient. Ouais, ça je me rappelle oui, aussi. Plus, mais... Et donc, il chronométrait le temps, bref, que ça mettait, etc. Alors ça, ils s'en vantent pas. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière ce délire-là d'éducation sexuelle, de libération sexuelle, moi, je dis, bon, pour les adultes, on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est quand on implique des gamins, des mineurs, et qu'on plaque une sexualité d'adulte sur des enfants qui, eux, ne comprennent pas les choses du tout de la même manière. Et puis, ça va pas dans leur construction mentale d'aller leur mettre ces trucs-là dans la tête, voilà. Mais toute cette idée-là de trouver que l'éducation sexuelle c'est important, c'est du Cohn-Bendit, c'est du Kinsey. Je dis pas que le planning familial fait que du mal, je suis féministe.